Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous, excellente matinée, très heureuse de vous présenter cette émission, c'est la dernière, on va être un petit peu triste ce matin parce qu'on va se quitter entre collègues et bien sûr toute l'équipe du Bonjour d'Algérie qui vous a accompagné tout au long de l'année. On sera en tout cas très heureux de vous faire donc passer un bon moment pour cette dernière. Avec nous, les rubriques habituelles, à savoir Djaoudet Gessouma, comme chaque lundi matin, il est parmi nous. Bonjour Djaoudet. Bonjour. Comment ça va? Ça va, très Très bien. bien. Aujourd'hui, Eclectica. Eclectica va faire un petit passage en revue de ce qu'on a vu de plus Très bien, emblématique. très bien. Et Samira Hadjamar, comme chaque dimanche, vendredi et lundi matin, elle est avec nous. Elle a été avec nous tout au long de l'année, n'est-ce pas? Même pour les émissions spéciales. Même pour les émissions spéciales, de grands moments, de beaux moments aussi pour le partage du patrimoine immense, riche de l'Algérie et puis les grandes dates historiques. Ça sera triste de Oui, te retrouver le matin. une très belle année pour l'inscription du patrimoine. Ça a été une très belle année parce que il y a un projet en cours lancé par la présidence de la République pour la relance de l'Agence nationale des antiquités. Ce sont que de belles choses. L'inscription de la Blouza, tous les sites. On va en parler aujourd'hui d'ailleurs. Les monuments algériens qui ont été rajoutés depuis des années déjà et depuis 2025 notamment à la liste indicative de l'UNESCO. Exactement. On va en tout cas parler de belles choses aujourd'hui. Donc on va revenir avec toi sur la cartographie du patrimoine antique de Tébessa. Oui, ça exact. Voilà, parfait. 6 monuments qui ont été inscrits sur la liste indicative de l'UNESCO. 6 monuments très importants. Si on veut voyager dans le temps, on peut aller à Tébessa parce que ça repart sur plus de 6 siècles. Et c'est au cœur de la ville, au cœur de Tébessa. Même pas besoin de sortir en périphérie ou un peu plus loin. Donc c'est une cité qui normalement, toute la ville de Tébessa devait être créée au patrimoine, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. On va en parler en détail tout à l'heure, juste après la chanson bien sûr. Et puis on n'oublie pas, c'était la fête hier pour beaucoup donc de bacheliers. Tout le monde était heureux, les parents surtout étaient heureux, leur famille bien évidemment. On leur souhaite en tout cas félicitations, on leur dit félicitations, on leur souhaite une belle carrière donc universitaire parce que c'est l'université qui les attend et ça sera un changement pour eux. Donc bonne chance à eux et puis on aura des dédicaces tout à l'heure durant l'émission. Eh bien à cet effet, on va recevoir des étudiants qui eux sont passés par là et ils ont décidé donc d'organiser une orientation pour ces jeunes bacheliers. Donc c'est la 3e édition, ça va se passer donc du 15 au 16, ça sera donc sur Alger. On recevra donc 2 étudiants initiateurs de Wedjihni, voilà, Wedjihni 3.0, initiative nationale pour l'orientation des nouveaux bacheliers. Ils seront là pour nous donner quelques grandes lignes de ce rendez-vous tant attendu par les bacheliers. Voilà, on aura aussi un artiste qu'on aime beaucoup dans Bonjour d'Algérie. Lui, on l'a découvert à travers sa voix, le chant chabi, lui qui maîtrise en tout cas cette musique. Aujourd'hui, il vient avec une toute autre casquette d'artisan, de savoir-faire, en tout cas bien de chez nous et de chez lui surtout. Lui qui est non-voyant, mais il s'est lancé comme défi de réaliser des objets grâce à son savoir-faire et surtout au toucher. Rien qu'au toucher, en tout cas, il manipule des objets, enfin des outils assez dangereux, mais il forme aussi à son tour. Il nous en dira plus tout à l'heure sur notre plateau. Eh bien, Fella sera parmi nous également, elle qui reviendra sur tout ce qui a marqué l'année à travers ses différents invités, ses différents profils qu'elle a pu nous présenter dans sa rubrique Les Algériens du monde. Elle sera accompagnée par Yazid Et Mahidine, lui qui reviendra à travers sa rubrique So, et bien sûr quelques souvenirs à travers donc ces bons moments que nous avons partagés avec vous. Voilà, sans plus tarder, je vous laisse en compagnie d'une belle chanson, une belle, toute nouvelle chanson. Donc, de retour sur notre plateau et Djaoudet qui fait des commentaires. Qui fait des commentaires avec Yazid Et Mahidine. Comment ça va? Vous êtes en forme? Ça va très bien. La capteuse du plateau. Samira, tu nous parlais donc de Kader Japonais, qui est un artiste qu'on apprécie énormément et qui a bien réussi donc à faire connaître la musique algérienne. Il rayonne. Avec un petit scoop africain, je suppose. Alors, il a fait un safari dans son clip, son dernier clip, enfin l'un de ses derniers clips, parce que il est très prolixe. C'est vrai. Il est allé à Nairobi, il a fait un safari. Et il a fait danser et chanter des Maasai. Voilà. Des Maasai sur du rail algérien. Formidable. C'est incroyable.
Ouais, Le clip est exactement. disponible sur les réseaux sociaux, sur les plateformes donc de musique et je trouve ça extraordinaire quand même. Parfait, parfait. Parce que des Maasai, même en tenue Maasai, je veux dire traditionnelle, C'est en train de surtout danser la sur du rail verticalité. avec cadre japonais, c'est assez spécial, Exceptionnel. fascinant. Et bien sûr, les artistes, en tout cas, ils sont plus à chaque fois, ils nous font découvrir comme ça de beaux duos, comme il l'a fait avec le groupe Imzad. Ça a très bien donné ça. C'est là, c'est de là qu'est venu le départ, donc de faire des duos comme ça, assez originaux. Bah oui, Ouais. et il en a fait un aussi récemment avec Kedim, Oui. donc ça cartonne. Et puis Chanteur kabyle. le plus important, c'est que Radel japonais, aussi bien qu'Edim, ils sont partout dans le monde. Eh ben. Ils font rayonner la culture, soit Algérienne. le rail, la musique kabyle, à travers le monde entier. C'est super. Voilà. Bon, on va commencer par Eclectica avec Jawdet. Il va nous parler, bien sûr, de ce qui touche notre actualité culturelle. Tout de suite, c'est avec Jawdet. Jawdet, comment ça va? Encore une fois, 3 fois que je te dis ça. Merci, ça Je va très m'inquiète, je bien. m'inquiète pour Non, y a toi. pas de souci, Pas merci. du tout, avec son teint allez, Merci. rah le bhar, il profite. Oh là Allez. là, comment vous avez remarqué? Je suis brûlée, mais j'ai cramé. Non, t'es très Le beau. chanceux. Je dois vous faire un petit Un aveu. spoil. Ne prenez pas une certaine marque de protection parce que même à 50, ça m'a rien fait. Non, Ouais. Allez, une fois, ça m'a. Oui, donc, Eclectica, j'ai juste un petit. Je voulais des cas à la place Ah, d'essai. d'accord. Bon. Sur le jingle. Ça sera revu. Si On va voir jamais l'année on prochaine. revient à la télé, Ouais. ce sera avec plaisir. J'aimerais bien avoir des cas sur D'accord. à la place d'essai. En référence Voilà. au grec, peut-être. Exactement, Miss Elle comprend tout, Samira. Samira est géniale dans tout ce qui concerne. Elle va les nous manquer années. cet été. Hein. Elle va nous manquer, Ah, effectivement. Et je dois vous faire aussi une déclaration d'amour. Vous passez très Oubliez, bien, vous passez très bien à la télé. Merci. Donc voilà, il m'est arrivé de voir, comme on est à la fin, on doit faire le bilan Voilà, de tout. quelquefois on se fait des Voilà, compliments à la fin mutuels de- comme ça voilà. fait plaisir. Voilà, Ça donc remonte le c'est moral. vrai en plus. N'est-ce pas? Bravo. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Et alors là, moi, je voulais un peu revenir sur quelques escales artistiques et culturelles qu'on a passées. Ça a été très difficile de faire des choix parce qu'il nous est arrivé de faire l'agenda culturel, c'est-à-dire l'actualité, mais aussi on a fait quelques escales un peu dans l'histoire culturelle de notre beau pays. Et donc voilà, donc je suis juste revenu sur quelques pistes. Les artistes et les gens de la culture m'excuseront de ne pas avoir abordé tout ça. Nous n'avons pas le temps nécessaire. Je voulais commencer un peu cette aventure culturelle de l'année 2025-2026 à partir du mois d'octobre. Donc le mois d'octobre, il y a eu à la galerie Hangar du Garden un mois de l'architecture, donc avec bien sûr toutes nos stars de l'architecture qui ont été Berrouj, Faye Halim Faïdi, Larbi Marhoum, Akli Amarouche, Kamal Wafi, tout ça. Il y a eu donc beaucoup de discussions. Il y a eu même Fariel Gasmi Cheikh avec Fabien Ounouri, où on a parlé de décors, de cinéma, de choses comme ça. Et puis il y a eu un hommage à 3 diplômés de l'école des Beaux-Arts qui étaient en design espace. Donc c'était Mahfouf Jannat, Maïssa Hawass et Mohamed El-Bahi qui étaient nouvellement diplômés. Donc ils ont présenté des travaux. Il y a eu aussi une exposition des charrettes d'or d'Akli Amrouche. C'est les prix justement de l'architecture. Cette année, il y a eu beaucoup de choses aussi intéressantes d'Akli Amrouche. Et voilà, donc ça tient un mois vraiment chargé en événements qui parlaient de l'architecture, de présentation de travaux, de livres et tout ça. Donc c'est une très belle concentration de talents. Ensuite, quelques jours après, c'est-à-dire vers le 15 du mois d'octobre, il y a eu un hommage autour de Mohamed Aksur, qui est le doyen actuel de la peinture algérienne, bien sûr artiste né dans les années 30, et qui a été exposé au musée des Beaux-Arts. Il y avait donc 20 travaux, on le voit là avec son agent.
Et donc, c'est une très belle exposition où il a côtoyé Khedda, il a côtoyé beaucoup de gens. Et c'était vraiment mérité cet hommage. Ensuite, on se dirige vers le Palais de la Culture où il y a eu quand même près de 135 œuvres de Mourad Abdellaoui qui a aussi marqué un peu sa période. Donc au Palais de la Culture, il avait exposé jusqu'au 30 octobre dernier. Il avait fait beaucoup de choses très très intéressantes. Lui, il est plutôt très très métaphysique, très spirituel, avec une abstraction lyrique formidable. C'est un artiste très prolifique qui avait fait quand même les beaux jours un peu du Palais de la Culture en octobre dernier, sous l'intitulé donc Les rêves du silence. Et puis la laine. Pourquoi la laine? Parce qu'il y a une fille qui porte un nom de rêve. Donc c'est Ahlam Kourdougli, qui a exposé à la galerie Gsoum aussi jusqu'au 30 novembre dernier, et qui avait présenté tout un ensemble de travaux en laine, tout simplement. Elle avait fait des tissages. C'était vraiment... J'ai eu la chance un peu de l'accompagner. C'est ça. Et elle a présenté un travail formidable tout en tissage. Elle a fait donc des trames formidables. Et elle a aussi marqué un peu sa période. On en a beaucoup parlé sur Bonjour d'Algérie. Et c'est tant mieux parce que c'est une artiste qui promet. C'est une artiste éclectique. Très talentueuse, donc beaucoup de médiums, et donc très intéressante à suivre. Elle est déjà établie, donc elle est très intéressante à suivre. Je suis sûr que dans ses prochains travaux, elle va nous ramener des choses originales et excellentes. Et puis après, sous le titre Au-delà des frontières, avec l'Égypte, le Sahara occidental, la Palestine, la Libye, la Tunisie, 22 galeries venues de partout, et 8 autres galeries algériennes spécialisées pour l'IFCA, qui a été le festival de l'art contemporain. On espère qu'il va revenir, parce qu'apparemment en ce moment il est suspendu un peu entre ciel et terre. On ne sait pas ça va être repris ou pas. Mais voilà, donc ça a rassemblé beaucoup de gens avec l'émergence de talents comme Lokhr, Mérine, Awanouk, il s'appelle Lokhr. Oui, très original. Voilà. Par contre, très bon travail. Le festival, il a surtout réuni toutes les galeries algériennes. Oui, galeries, pas toutes les galeries. Il a réuni 8 galeries algériennes professionnelles qui ont participé. Et 22 galeries à l'international, ce qui a été quand même pas mal. Et puis à peu près plus de 20 pays qui étaient. Donc excellent pour le réseautage, la création. Voilà, donc c'était un excellent exercice de monstration un peu à l'international. C'était très intéressant, avec la révélation d'artistes qui ont émergé, comme je disais, Mérine, Abdelrahman Mérine, Lokhr, Farid Awanouk, Nariman Ghalamallah, Karim Sergoua, et beaucoup d'autres qui ont eu une émergence pendant ce festival. C'était très très intéressant, donc festival contemporain. Alors l'héritage d'Ayoub, on va parler pour se rediriger vers le côté du square pour Saïd, du théâtre, la place. On avait adoré, oui. Alors Janez Ayoub, c'était vraiment une des pièces après Torchaka qui avait fait vraiment. Il y a eu la dernière représentation ces jours-ci. Alors, Janez Ayoub, un formidable exercice de style au théâtre, puisque présenté par Ahmed Rezzaq et Hani Mahfoud, qui était vraiment le comédien phare de cette pièce, qui a regroupé à peu près 22 comédiens et plus, parce que les 22 comédiens étaient connus, mais tout le reste faisait partie un peu de cette troupe. Alors là, la pièce évoquait l'enterrement d'un personnage, et ce personnage, c'est son fantôme qui vient un peu nous relater la vie. Il y a tout un assortiment, les gens se sont amusés sur scène. Autant le sujet est grave et sérieux, autant bien sûr beaucoup d'humour. Voilà, avec beaucoup d'humour, et ils sont éclatés sur scène. Ça, là, on peut le dire, parce que on voyait qu'ils se sont amusés, vraiment, les comédiens. Il y a eu aussi Rihlet Dzaïr, Khatem Dzaïr, changé entre-temps de comédie musicale qui a regroupé plus de 100 personnes sur scène.
qui a fait aussi Surtout son des jeunes, spectacle il n'y a pas Ouais. très longtemps. Voilà, avec des gens très très connus, notamment celle qui a joué dans son fameux feuilleton Fatma, qui a révélé beaucoup de jeunes comédiens qui n'étaient pas connus. Donc c'est très intéressant, tant la comédie musicale que ce feuilleton d'ailleurs. Et puis on va aller au Caravansérail pour quelques petites escales peintes, avec notamment Omar Rahmani, qui était un peintre qui évoque toujours, l'Arwat, avec Talentueux. une sorte de peinture très très contemporaine, Oui. mais qui évoque les scènes de genre un peu de sa région, de sa contrée. Formidable Et aquarelliste. l'Arwat est un formidable réservoir de talent. Ah, c'est vrai. J'ai eu l'occasion d'y aller il y a quelques mois pour une exposition collective qui parlait du soixantenaire de la révolution, enfin Du déclenchement de la déclenchement de la 70 ans. Et on a vu, j'ai peur de me tromper, je crois que c'était l'indépendance. Ah, Et on est allé, et vous avez des créateurs de mode hyper contemporains. Vous avez des aquarellistes, des formidables, des classiques, des modernes, des contemporains. Donc il y a vraiment une flopée de musiciens extraordinaires. C'est l'Arwat est un réservoir, je ne sais pas si c'est l'écosystème ou qui fait, ou les couleurs, la lumière, l'esprit. Samira connaît bien l'Arwat. On a rencontré du beau monde, beaucoup n'est-ce de pas? gens érudits aussi. Et tout. Donc excellente piste à suivre pour la culture. Et puis cette année aussi, on a vu le centenaire de Ali Lalou, Ali Sellali dit Lalou, donc pour le théâtre. Donc on a commémoré son centenaire. Et il y a eu aussi la parution de livres sur Alloula, une deuxième partie qui parlait de toute son œuvre, donc ça a été rassemblé avec des textes de chercheurs et tout. Donc on a vraiment une très bonne pièce, une pièce maîtresse pour le corpus théorique autour de Alloula, de son œuvre, qui, je rappelle, il a quand même travaillé beaucoup sur la langue, il a cassé tous les codes du théâtre aristotélicien, victorien, pour arriver à créer un théâtre qui soit algérien, avec toutes ses particularités et ses qualités. Il y a eu aussi un livre sur Abdelrahman Kaki qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, où on a rassemblé 5 de ses pièces, et c'est très important parce que c'est aussi une pièce maîtresse dans le corpus théorique. Aujourd'hui, on peut aller étudier le théâtre, les formes théâtrales, tout ça, avec des œuvres, des travaux universitaire et aussi littéraire. Moi, je trouve qu'on en parle peu, Ould Abdelrahman Kaki, et pourtant c'est un grand. Il a été fondateur d'une forme de théâtre aussi, et c'est très très important. Le théâtre de Mostaganem porte Le son théâtre nom. Mouja, tout ça, la Salamandre a été un immense centre, et ça continue. Mostaganem, c'est pas seulement, c'est aussi le shabi, donc tout ce qui est lié aux mots, au littéraire, au texte, à l'expression orale et tout, sont très importants. Et là, on commence à translater ça sur le théorique, c'est très important. M. Ben Damash a aussi beaucoup écrit sur la musique, sur le Sha'al al-Milhoun, toutes ces choses-là. C'est très important d'avoir des appuis théoriques. C'est vrai. Et donc, vraiment, ça a été une année charnière qui a apporté beaucoup. Alors, Souar Dzaïr, autour des femmes courage, autour des femmes battantes qui, pendant une certaine décennie, ont lutté, se sont affirmés. Souar Dzaïr, donc de Merzak Alouache, qu'on est en train d'attendre impatiemment. J'ai eu la chance d'assister un peu au tournage. Très très intéressant film, assez bien fait. Tourné caméra à l'épaule avec le caméraman, enfin le directeur photo Hamoudi Lagoun. Très très intéressant. Hamoudi Lagoun, qu'on salue parce qu'il nous suit. Qu'on salue, oui, qu'on aime beaucoup. Parce qu'il a une manière, même quand il est en plein tournage, il a toujours quelque chose à vous dire autour de la technique. Donc on apprend beaucoup. Donc c'est une très belle expérience qu'on attend donc impatiemment. Normalement, il va sortir dans pas très longtemps.
Anis Djaad nous a quittés, c'était une chronique d'une mort annoncée, donc il nous a quittés. Il était en pleine réalisation d'un film et tout. Il venait enfin d'avoir un financement après de longues tractations administratives. Et donc une maladie fulgurante l'a emporté, il nous a quittés. Donc nous laissons un vide immense. Encore le cinéma, donc avec Haddad, le film Haddad, qui a été un très bon exercice de style aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure pour d'autres choses, avec une sorte de dialogue, confrontation entre Lamia Larini et Abdelhamid Msbah, un des frères Msbah, l'aîné. Exactement, qu'on a reçu. Fait, un exercice, mais vraiment de jeu, de comédien fulgurant, extraordinaire, et à contre-courant. Lui, il est plutôt dans la bonhomie un peu. Et il a endossé un rôle assez tant Lamia Larini était dans la modération, dans le jeu, puisqu'elle a beaucoup axé sur le dialogue. Et lui, il était dans une sorte d'antinomie, dans l'expressif le plus parfait, oui, dans la folie la plus extrême. C'était vraiment une belle chose à découvrir. Donc, Hadda. Et puis, retour à la couleur avec une fille, alors là, qui sort de l'ordinaire, qui s'appelle Fayrouz Baba Amr, à la galerie Gessoum. Donc, en avril dernier, elle a apporté plein de couleurs pendant ce printemps. On s'en rappelle. Et on s'en rappelle. Comment ne pas se rappeler de ce personnage truculent qui a vraiment une expression formidable avec Nouba, mémoire vivante, où elle a fait vraiment beaucoup d'explosion de couleurs. On terminera avec cette information. Voilà, après beaucoup de choses, Walid Riwart, ici à Kham, à Rilas, 196 avec le film de Ben Diab. C'est dur de tout résumer en peu de temps. Et Anthropos de Yahya Abdelmalek, très belle exposition, enfin beaucoup de choses. Voilà. En tout cas, on a pu le survoler. Chargé où on a vraiment survolé tout au long de loin. De l'année. Voilà, à travers bien sûr ces belles expos, ces films, ces rendez-vous culturels, des hommages aussi que tu as pu rendre aussi dans la rubrique Eclectica. Merci beaucoup, Djaoudet. Merci, le plaisir. On va suivre tout de suite Samira dans sa rubrique Écume et patrimoine, tout de suite. En tout cas, toujours l'actualité, Samira est toujours très proche donc, de la culture également. Elle suit tous les événements. Alouache spécialement parce que c'est un homme de 100 ans et c'est un acteur majeur de la réalité algérienne. C'est vrai. Après l'indépendance de l'Algérie, les films qui ont été faits sur l'histoire, la guerre, enfin, un récit très important, lui, il est venu et il nous a raconté. Et c'est pas la première fois qu'il donne la parole aux femmes. Ouais. C'est pas la première fois qu'il fait un film Samira, elle adore ça. Oui, parce que l'Algérienne a contribué. On ne s'égare pas, attention, voilà. on ne perd pas de temps. Elle contribue à l'édification du pays. On ne peut pas faire ça. C'est vrai, bravo en tout cas. Donc, pour ceux qui partent, par exemple, en Tunisie, ou à l'est du pays, ou à l'extrême est du pays. Et ceux qui visitent, tout simplement. Ceux qui sont en vacances. Veulent découvrir une ville qui est extrêmement importante en termes d'histoire. Et d'antiquité. Ils peuvent aller à Tébessa, l'antique Tévès, qui se trouve à 600 km de la capitale d'Alger, en fait. La route est très agréable, même s'il fait chaud. Hommage particulier ce matin, s'il nous regarde, à Rahim Abdelaziz, qui nous a fait découvrir plusieurs fois la ville de Tévès à travers ses émissions et ses documentaires. Voilà, donc une ville millénaire, une ville très ancienne. Elle est située à l'est du pays, elle est au confluent des hauts plateaux et de l'Atlas saharien. Tout ça pour dire que l'Atlas saharien traverse 11 wilayas. Ça va de l'Rouat jusqu'à l'extrême est de l'Algérie. Donc énorme territoire. Il y a un parc national. On salue Kamel Siti qui est le directeur du parc national de l'Atlas saharien. Voilà. Donc qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour les gravures rupestres de l'Rouat. Juste pour le rappeler. Donc c'est une ville à visiter. Donc le CNRPH, donc par le ministère de la Culture, par le biais du CNRPH, a inscrit l'année dernière, au cours de l'année dernière, une liste indicative de 6 monuments très importants, des exemples d'architecture exceptionnels, une valeur exceptionnelle du patrimoine algérien que
qui peut être partagé avec le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il raconte 6 siècles d'histoire. 6 siècles d'histoire, ça va de l'Antiquité, donc de l'arrivée de l'Empire romain en Algérie jusqu'à l'édification on va dire la civilisation byzantine. Pourquoi c'est important? Parce que ça s'est traduit par l'édification de monuments qui sont dans un état remarquable, on va dire, c'est la pierre de conservation. qui a résisté au temps. Exact. Elle a résisté au temps. Elle est habitée, c'est une ville, c'est-à-dire une ville antique qui est encore habitée, fonctionnelle. C'est des remparts. C'est des les remparts de byzantines en fait qui entourent un exemple militaire de la force. Oui, exactement. Fait de pierre de taille polie avec 14 défensives. Voilà, on a une chronologie de l'architecture de Tébessa et depuis le IIe siècle. Et alors, qu'est-ce qu'on peut visiter? Le temple de Minerve, donc dédié à la déesse de la sagesse. Exemple extraordinaire d'architecture, j'ai envie de dire presque unique dans toute l'Afrique du Nord. Il y a un exemple en Libye. Ça se ressemble, on le partage, hein. Les Romains ils sont allés jusqu'au Proche-Orient, jusqu'au Moyen-Orient, donc ils se sont étendus dans tous les sens du globe terrestre, donc ça, ils ont laissé des traces. Il y a la basilique Sainte-Crispine. Sainte-Crispine, c'est une numide, hein. C'est une numide, à la limite c'est une Algérienne, qui a été, on va dire, tuée malheureusement par les Romains en 314, et il y a une basilique qui a été édifiée et jusqu'à l'avènement de l'islam, il y avait des pèlerinages qui étaient organisés régulièrement. Voilà, Sainte-Crispine, elle était numide, tout comme Septime Sévère, à qui on a dédié l'arc de Caracalla, qui est magnifique, qui a été restauré à plusieurs reprises, déjà pendant la colonisation française, et ensuite, régulièrement, il subit des restaurations. Donc voilà, il y a le forum, l'amphithéâtre, qui est aussi extraordinaire. La ville de Tébessa est plate, on peut la visiter de manière très agréable en fait. Meknès, c'est pas la Casbah où il faut escalader ou dévaler en fait sur 1 hectare, c'est rien, mais quand on la monte en escalier, c'est dur. Ça muscle en fait. C'est vrai. Voilà, au-delà de la beauté du site. Hein. Donc il y a l'amphithéâtre, qui accueillait, alors exemple d'ingénierie incroyable, il s'étend sur 15 niveaux et il peut accueillir jusqu'à 7000 spectateurs. Donc on peut imaginer la foule pour les jeux publics, pour les rencontres, les affrontements de gladiateurs, enfin tous les péplums qu'on a vus à la télévision, qui passaient très souvent d'ailleurs sur la télévision algérienne et qui nous donnent, qui a permis de nourrir l'imaginaire. L'imaginaire, c'est notre imaginaire. On entendrait presque les sons. Hein. Exactement. Avec les lions, les tigres et même parfois les humains, malheureusement. Donc il y en a, c'est un très bel exemple. C'est un très bel exemple. Conservé en bon état, on va dire, en très bon état. Et donc l'Algérie a décidé d'inscrire ces 6 monuments sur la liste indicative de l'UNESCO parce que ça vaut le détour, de les visiter et de connaître cette partie de l'histoire. Voilà, je suis très émue. Oui. Très émue, en tout cas, pour nous faire découvrir cette belle ville. On est en Numidie. Il faut comprendre que les Numides, les Algériens de l'époque, ont c'est-à-dire qu'à l'arrivée des Romains, ils les ont combattus. Mais il y a eu des moments où ils ont dû cohabiter, parce que les Romains ont fait en sorte qu'il y ait une cohabitation. Il y a eu des échanges économiques, il y a eu ce développement des villes, architecture que les Romains nous ont apporté. C'est un savoir-faire. Exactement. Les bâtisseurs. Ils ont donné la citoyenneté romaine aux habitants de Tébessa, à Téveste en fait, aux habitants de Téveste, aux Numides. Mais la résistance s'est organisée tout au long de ces siècles pour la réappropriation de l'identité algérienne. Elle passe par la Numidie et jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on est quand même fiers et très contents d'avoir cet héritage de l'Antiquité et tout le reste de la préhistoire, parce qu'il y en a à Tébessa. Tout à fait. Il y en a énormément. Donc, on va Est-ce que je peux faire un petit coucou à ma nièce qui s'appelle Aïda Hadjamal, qui a eu son bac. Oui, bravo, félicitations. Ils ont fait la fête hier avec tous les Algériens très tard la nuit. Et bravo encore une fois à ta nièce et puis surtout à tous les bacheliers. Et puis on continuera à bien sûr les féliciter
tout au long de l'émission. Merci beaucoup, On est Samira. ravis. Merci. Bonnes Amal. vacances. Merci pour tout. Bon Merci repos. pour cette belle année. Merci à toi. Voilà, et pour Et tout puis le partage. la culture et le patrimoine continuera à nous faire donc voyager à travers Le ta Bonjour rubrique, d'Algérie, Inch'Allah. c'est la maison Algérie. Tout le monde vient, les artistes, les cinéastes, C'est tout le vrai, monde est le c'est bienvenu, et notamment pour la culture et le patrimoine. Et ça fait plaisir alors Tout à aux fait. Algériens. Et on du aura monde le qui nous plaisir de te regardent. retrouver à travers une émission cet été probablement. Peut-être, oui, un Inch'Allah. numéro zéro d'une émission. Là, en fait, non, pas du tout. C'est la continuité du travail de Radia Boulmani qui a fait beaucoup pour, avec notamment Trésor d'Algérie, Passion. Et on est allé à la rencontre de Nazim Ben Salah, C'est ça. qui lui est expert, l'un des premiers experts en patrimoine subaquatique. On est Très allé à bien. Chechel. Ouais, ben, voilà, en tout cas, un beau voyage que tu nous offriras donc Inch'Allah. Inch'Allah cet été. On embrasse par la même occasion Radia Boulmahali. Oui, On lui notre souhaite en collègue. tout cas bonne journée en attendant de la retrouver bientôt et de la revoir bien sûr Inch'Allah. entre nous. Voilà. Merci beaucoup à toi Samira, merci Jaudet. Bonnes vacances. Bonnes Oui. vacances. À très bientôt. Voilà, tout le monde. Inch'Allah. On fait un petit coucou à Msaad aussi. Il est Bah parti oui, cette année en il est retraite. parti en retraite aussi. Voilà, on le salue. Eh bien, on va se quitter avec un beau reportage. C'est donc le musée de l'Etusa, tu connaissais? Oui. Voilà, un très beau musée. très Vous allez beau. Je l'ai découvrir à visité. travers ce Excellent, reportage de Nawel Benjilali. Ça va vous rappeler quelques souvenirs à travers les films aussi algériens. Regardez, il y a même Inspecteur un Par. bus qui existe, qui faisait partie justement de la distribution. Voilà, regardez, on se retrouve juste après. Ici, l'odeur de l'huile chaude et du cuir patiné se mêle à celle de la poussière des décennies. Le musée de l'Etusa n'est pas un simple dépôt de ferrailles domestiques, c'est une mémoire vive, une chambre d'écho où chaque tôle cabossée exhale les allaitements d'un Alger révolu. L'histoire de Ituza, elle est profonde. Alors les dirigeants, ils ont réfléchi à mettre en valeur l'histoire qui est un élément très important dans l'histoire nationale, c'est l'histoire du transport. C'est grâce au transport, il y a eu la création des villes. Alors comme Ituza, elle a son histoire et l'évolution dans son histoire, ils ont créé le musée. Au-delà de la mécanique, il est un hommage charnel au Shahid Tahar Rabia, mêlant dans une même gravité la sueur des conducteurs et le sang des martyrs. Le musée, c'est un lieu de mémoire qui fait hommage à l'histoire du transport et aussi à la mémoire des travailleurs. Alors, on a baptisé ce musée au nom du Shahid Rabia Tahar. C'est un des travailleurs du secteur du transport urbain. À l'époque de RSTA, il était chauffeur et il s'était engagé dans l'organisation spéciale nationaliste pendant la période de la guerre de libération nationale. Le musée propose une plongée chronologique dans les moyens de déplacement d'Alger. Des omnibus à chevaux des années 1880 au premier tramway électrique, une quinzaine de bus restaurés, des distributeurs de tickets manuels et tant d'autres objets. Et en cela, le musée est une archive matérielle précieuse qui rend palpable le quotidien des Algérois d'hier. Ça a commencé l'évolution des moyens des infrastructures en 1882. La création du chemin de fer d'intérêt local, puis développement du réseau urbain à travers le tramway, électrifier le tramway algérois. Puis, fur et à mesure, le développement s'est fait par création des fondations de la RDTA, la Régie départementale de transport algérois, qui a l'objectif de regrouper tous les réseaux urbains. Puis, il y a eu la RSTA, puis après l'indépendance, le transport public est devenu transport national. Et puis en 2003, il y a eu la naissance de Ituza. L'Etusa ne fut pas seulement une entreprise de transport,
elle fut un creuset artistique au fil des décennies. De nombreuses figures du spectacle ont traversé ses ateliers et ses dépôts. Le musée rend hommage à ses parcours singuliers, à l'instar du regretté d'Ahmed El-Harachi, dont la voix Chabi résonnait dans les garages, ou encore le défunt Abdelmajid Meskout. Parmi les trésors du musée, un bus en particulier fait battre le cœur des cinéphiles. Il s'agit de l'un des véhicules ayant servi au tournage du film culte Khoud Matakallah. Ce bus est bien plus qu'une réplique mécanique, c'est un fragment d'enfance pour des générations algériennes. On a tellement de choses à voir et tout objet ou matériel roulant, c'est un symbole. On a le tramway qui date de 1899 et on a le bus qui a participé à l'indépendance, de l'indépendance 1962. Et on a tellement de... Même le bus qui date des années 80, qui a participé dans les grands films de cinéma. Alors, chaque bus a son histoire et son symbole historique. Le musée de l'Etusa ne garde pas que des bus, il garde des rires, des chansons, des souvenirs de toute une ville. Et dans le halètement de ces vieux moteurs, c'est l'âme d'Alger qui continue de battre. De retour sur notre plateau, une belle exposition, enfin un beau musée et de belles choses aussi que vous avez pu découvrir. C'est l'occasion de faire donc une belle visite dans ce musée de l'Etusa. Emmenez vos enfants pour découvrir les anciens véhicules qui ont fait les beaux jours, en tout cas de l'Etusa. Eh bien, tout de suite, nous allons parler d'une belle exposition. Elle se déroule en ce moment même au Palais des Raïs, le Bastion 23. Et il y a donc des exposants qui ont participé à cette belle exposition, entre autres notre invité Mohamed El Yazid Bahzi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue merci. Parmi nous. Merci de m'avoir invité. C'est gentil. Voilà. Et comme je le dis à chaque fois, quand on a le plaisir de te recevoir ou de vous recevoir, c'est toujours un plaisir parce qu'on a en même temps l'artiste et aujourd'hui un nouveau challenge, c'est l'artisan. Bon, l'artisan, c'est un peu exagéré. C'est le bricoleur. Le bricoleur. Voilà. Le bricoleur. C'est une nouvelle aventure qu'on a pu découvrir grâce à les vidéos que tu nous as envoyées, parce qu'il faut rappeler que tu es un artiste chabi. On t'a connu comme ça il y a quelques années, il y a bien longtemps quand même, depuis oui, que tu viens dans notre émission Bonjour d'Algérie. Oui. Ouais. Et puis par la suite, il y a eu donc ce nouveau challenge que tu t'es lancé pour réaliser et faire du bricolage. Oui. Pour un non-voyant, c'est quand même un défi. Oui, c'est un défi, c'est clair. Ça fait partie d'un parcours qui est très long, parce que moi, je bricole depuis tout petit, et le bricolage a grandi avec l'âge. Et maintenant, j'ai découvert d'autres possibilités. J'ai eu l'opportunité de faire une formation avec des voyants. Je suis le premier non-voyant qui a fait une formation en menuiserie en France. Et cette formation m'a permis de développer déjà un langage de menuisier, un vocabulaire déjà de menuisier. Deuxième chose, ça a permis à mes formateurs d'ouvrir carrément un atelier. Voilà, la possibilité de former d'autres non-voyants. Parce que la formation, je me suis basé sur deux choses. Apprendre et apprendre de mes formateurs, et leur apprendre, moi, de mon côté, leur apprendre la difficulté qu'ils doivent gérer. Exactement. C'est un apprentissage commun, oui, un bel échange que vous avez donc réalisé tous les deux. C'est-à-dire que ce soit les formateurs ou vous en tant que artisan et bricoleur. Et aujourd'hui, il y a d'autres jeunes qui apprennent donc ce savoir-faire en menuiserie, n'est-ce pas? Oui. Alors l'atelier accueille des non-voyants et des voyants aussi. Il y a pas, on n'est pas. Il n'y a pas de clivage. Ah non. Du tout. Au contraire, justement. C'est le premier atelier en France qui a permis
aux voyants et aux non-voyants de travailler ensemble, de partager surtout le petit savoir-faire dont on dispose. Et justement, le but de tout ça, ça permet aux voyants de changer un peu leur regard. C'est ça, sur un voilà. handicap, Voilà. sur les malvoyants, les non-voyants. Alors, on a suivi aussi ta carrière depuis, et puis on a vu que tu avais fait aussi beaucoup de vidéos sur YouTube. Et c'est comme ça que les gens ont apprécié et ont su qu'on pouvait aussi faire de la menuiserie, même si on ne pouvait pas avoir, donc, on pouvait pas voir, mais on pouvait toucher quand même. Oui. Et ça, c'est toute la différence. La différence, c'est vrai que les outils que j'utilise dans mon atelier Sont dangereux. sont très dangereux, Oui. même pour les voyants d'ailleurs. Exactement. Mais j'ai développé pas mal d'astuces, comment détourner la difficulté, comment être vraiment en sécurité pendant le travail. Et c'est ça le plus grand travail, ce n'est pas ce qu'on fait comme objet, mais comment le faire, c'est-à-dire comment ne pas se blesser, comment... Travailler en toute sécurité. Voilà, c'est ça le plus compliqué. Plus compliqué, mais bien sûr, la conclusion, c'est que vous vous amusez et surtout, vous réalisez des objets utiles et magnifiques aussi. Alors, on en a quelques-uns sur notre plateau. Tu nous as ramené une belle veilleuse, c'est ça? Ah oui. Voilà, Oui, qui est juste à côté de toi, donc qui s'allume. Alors, ça prend combien de temps de réaliser ce genre d'objet? Maintenant, ça me prend 2 jours. D'accord. Bah, quand je dis 2 jours, ça veut dire... Entre la conception et la réalisation? Oui, c'est-à-dire il faut compter 5 heures, 6 heures en tout et pour tout. Donc je le fais en 2 jours pour vraiment laisser le temps pour ne pas être saturé dans le travail aussi. Voilà, exactement. Donc, je fais des choses par plaisir, donc je ne suis pas dans le commerce ni dans Bien sûr, c'est aussi un tout le plaisir temps. de pouvoir exposer. Alors ça va donc de la conception, le dessin, enfin, la réalisation, le ponçage et l'assemblage. Alors le dessin se fait dans la tête. D'accord. C'est purement une imagination. Je n'ai pas touché cette veilleuse avant de la fabriquer, pas du tout. Ouais. Je commence, des fois, j'ai un plan dans ma tête, et des fois, je finis le plan, mais vraiment... Autrement. Une autre chose. Une autre conception, dire carrément. Alors, c'est donc de beaux objets qui ont été réalisés. D'abord, donc, vous êtes plusieurs à exposer au Bastion 23. C'est à l'initiative donc d'un président de l'association La Canne Blanche qui se trouve donc à Marseille, c'est ça? Il vit entre Marseille et Alger, Mustafa Ben Aboun. Et oui, bien sûr, c'est à travers cette association, et grâce bien sûr à Mustafa, qui a pu organiser cette expo au Bastion 23. Il y a des non-voyantes qui exposent des travaux manuels, de l'artisanat, des gâteaux, il y a plein de choses. Et l'expo, elle est là-bas jusqu'au 16. Voilà, jusqu'au 16, vous êtes nombreux, donc le public pourra venir vous poser des questions sur la réalisation, sur la technicité, sur comment vous en êtes arrivé là, n'est-ce pas? Ah bah oui. Bah oui, surtout pour toi justement, donc travailler le bois, c'est pas chose facile. C'est beaucoup de plaisir, surtout, beaucoup de plaisir. Oui. Surtout quand on finit, quand on arrive à réaliser un petit projet, pour moi, c'est quelque chose. Exactement. Ouais. Il y a un très beau jeu de dames aussi que tu nous as ramené. Alors, expliquez-nous un petit peu la complexité. Alors, le jeu de dames que vous avez devant vous, c'est un jeu qui est fait pour les non-voyants. Là, on remarque qu'il y a des pions qui sont plus hauts que d'autres pour différencier la couleur. Très bien. La couleur pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc j'ai mis des pions qui sont hauts, des pions qui sont bas. Et pour que le pion ne bouge pas, il est incrusté dans un carré. Donc le non-voyant, quand il va toucher,
le pion ne va pas partir. Parce qu'un jeu de dames pour voyant, il y a une table noir et blanc, le mec il voit. Mais là, on ne voit pas. Donc on est obligé de toucher nos pions et les pions de l'adversaire. Et pour que nos pions ne bougent pas, ils sont vraiment dans un carré, donc qui ne bouge pas. Voilà, voilà. Alors on est en train de voir d'ailleurs l'échiquier et d'autres réalisations. Celui qui est juste à côté, c'est donc un porte-couteau. Là encore une fois, c'est une réalisation que tu as imaginée. Alors non, celui-là je l'ai touché. Ah, d'accord. À la maison, ma femme m'a montré un jeu. Ah, j'ai dit c'est quoi ça? Donc à travers les doigts, on scanne quelque chose. C'est sûr. On touche. Et ça rentre. Le schéma rentre dans la tête et après on réalise. Oui, ça, je l'ai copié. On va voir donc d'autres objets. Tu as aussi un porte-plat, c'est ça? Dessous de plat. Dessous de plat, j'arrive pas. Ouais. Oui. Très joli aussi. Avec de la mosaïque. Avec de la mosaïque. Ouais. Je pense les gens ils vont se dire comment les couleurs ont été réalisées. Ils sont classés d'une façon un peu spéciale. Oui. Et moi, j'achète une boîte. D'accord. Dans la boîte, il y a 1 kilo de pions, comme ça. Oui. Et il y a différentes couleurs. Et je donne à la maison à ma fille ou ma femme, je leur donne plusieurs boîtes pour séparer les couleurs. Le blanc, le noir, le rouge, le truc. Et après moi, c'est bon, je classe ces couleurs d'une façon pour les placer. Donc je prends une couleur, après je prends de l'autre pot une autre couleur et je les place, je les colle sur mon dessous de plat. Très bien. Et ce petit coffret, une belle petite bonbonnière, voilà, très jolie, bien faite, bien finie, bien poncée. Oui. Ce sont donc plusieurs objets comme ça qui ont fait le bonheur donc, de celui qui les a donc, confectionnés. Oui, exactement. Voilà. Et sinon, la musique, elle en est où en ce moment? Oh, c'est vrai que la musique, elle y est toujours, mais la menuiserie ou l'atelier a pris beaucoup de place. Ah. Beaucoup de place. Plus de concerts pour Mohamed Yazid? Ah, très. Si, le dernier concert que j'ai donné, c'était à l'ouverture d'un petit lieu d'un ami en France. Oui. On ne va pas citer les noms, il paraît. Non. Sinon. Et donc on a inauguré le lieu et on a passé une soirée familiale, mais vraiment extraordinaire. Voilà, toujours bien sûr dans la convivialité, la musique chahbi, les grands textes aussi chahbi. Un petit quelque chose peut-être? Nouba, moi j'aime bien. Comme ça, vraiment. C'est difficile. Ouais, non, c'est difficile, Malish. En tout cas, on aura, j'espère, le plaisir donc, de te retrouver, j'espère, bientôt à travers un concert, peut-être ici en Algérie. Eh ben, avec plaisir. Ou alors à l'étranger et continuer Inch'Allah. à nous faire rêver à travers donc, la chanson chahbi et surtout d'autres concerts. Mohamed Yazid, qu'est-ce que tu peux nous dire à travers donc, cette exposition? Tu invites le téléspectateur à venir vous voir? Ah oui, ça c'est important. Ouais. Les gens, et surtout les voyants, parce que les non-voyants, il y a des gens qui bricolent, il y a des gens qui font... Ils savent ce qu'un non-voyant peut faire. Mais cette expo peut vraiment changer le regard des voyants à partir du moment où ils vont... Parce que les voyants, généralement, ils voient un non-voyant dehors. Pour eux, c'est juste, il faut qu'ils soient assistés, c'est tout. Alors, quand ils voient des choses réalisées comme ça... ça leur donne, donc, ça leur donne du courage. Hier, on a eu pas mal de gens qui étaient impressionnés comment... D'ailleurs, même j'ai installé des machines et on a fait des petites démonstrations. Les gens, ils étaient vraiment impressionnés parce que pour eux, des machines compliquées... C'est vrai. Et
il y a beaucoup de gens, ils m'ont dit, aujourd'hui, je rentre à la maison avec une autre façon de voir les choses. Bah voilà, en tout cas, bonne chance, bon courage. Et puis bon courage surtout pour cette formation que tu donnes et surtout qui te donne envie donc, de changer le regard des autres aussi. Merci. Voilà, merci Mohamed Yazid. À très très bientôt. Inch'Allah. Reste avec nous, on va tout de suite suivre un reportage et voir un petit peu l'ambiance aussi. On parlait de musique, là encore une fois, il y a eu une belle soirée andalouse du côté du musée Bordeaux avec bien sûr le chef d'orchestre qui les a accompagnés, Nadib Kateb. Regardez. Le temps d'une soirée, le musée national du Bardo s'est laissé porter par les sonorités de la musique andalouse. Un rendez-vous où le patrimoine matériel rencontre le patrimoine immatériel dans une même volonté de transmettre un héritage culturel toujours vivant. Nous attirons de plus de jeunes de manière à vulgariser, de manière à préserver et de manière de généraliser justement et de faire aimer cette musique. C'est une musique qui a plus de 9 siècles d'existence, de 10 siècles. Elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc nous faisons tout pour lui donner un goût du XXe siècle. Nous choisissons de temps en temps ces endroits pour justement faire voyager le public dans cette musique et dans cet espace culturel qui a plus d'un siècle. Ah bah écoutez, c'est très très important parce qu'aujourd'hui, quand on est dans ce monde, ici dans ce magnifique palais, cette villa Fars, qui est le Bardo, c'est un espace merveilleux, c'est vraiment quelque chose de formidable où la musique andalouse se marie avec cette belle architecture. Ancrée dans l'histoire, la musique andalouse continue de rassembler toutes les générations. Musiciens, enseignants, parents et passionnés partagent un même engagement, préserver cet art tout en le faisant découvrir aux plus jeunes. J'aime bien la musique andalouse et c'est très beau. Je suis venue pour voir mon frère et plusieurs de ses amis, qui sont aussi mes amis, et aussi pour rendre honneur à mon prof. La musique andalouse, c'est un patrimoine qu'il faut qu'on donne, qu'on lègue à nos enfants. Les jeunes viennent vers cette musique et puis ça leur ouvre des horizons souvent vers d'autres musiques. Ils vont souvent vers autre chose, mais ils reviennent toujours aux origines. C'est agréable. On essaye de leur transmettre ce que nous-mêmes nous avons appris de nos maîtres précédents, le classique. La grande nouba, les aroubis, les haouzi. Quand un musée devient une scène musicale, le patrimoine se découvre autrement. Entre histoire, culture et émotion, cette soirée rappelle que les plus beaux héritages sont ceux qui continuent de résonner au fil du temps. Voilà, j'espère que vous avez apprécié donc ce beau reportage à travers bien sûr la musique andalouse qui a réuni bon nombre donc d'artistes et surtout d'invités venus apprécier cette belle soirée. Eh bien, on va s'intéresser maintenant à l'orientation des nouveaux bacheliers et pour ce faire, nous avons des étudiants qui sont déjà passés par là et qui ont par leur expérience voulu aider les autres à leur façon en organisant une belle initiative nationale pour l'orientation des nouveaux bacheliers. On va commencer par les présenter. Alors, Aya Belkacem, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes donc étudiante en Master Data Science. Vous êtes donc en informatique, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous êtes aussi accompagné par Mohamed Akram Boukeha, c'est ça? Exactement. Bienvenue parmi nous. Merci, merci pour l'accueil. Vous êtes donc étudiant à l'ISI, vous êtes donc aussi dans l'informatique, initiateur aussi donc de Wajihni, c'est ça? Exactement. Wajihni. Wajihni, donc tout simplement, le nom en arabe. est juste parlant. Voilà, tout à fait. Nouadjouhum. Exactement. Voilà. C'est donc l'initiative, c'est la 3e édition cette année? Oui, on revient donc en force pour cette 3e édition. Et justement, on va en parler de cette édition qui est là pour aider et accompagner ces nouveaux bacheliers. Tout à fait. Et comment est-ce que vous avez eu cette idée donc, pour l'orientation? Déjà, en tant que vous êtes passée étudiante, par là. je suis passée par là. C'est ça le truc, c'est que
Avant, on n'avait pas des personnes qui peuvent nous orienter, de donner des conseils, des conseils, des informations concrètes à propos des spécialités. Oui. Donc on était vraiment perdus à propos de tout ça. C'est ça. Mais avec cette initiative, on veut aider les nouveaux bacheliers pour accéder et découvrir de différentes spécialités. Déjà avec Oudjahni, il y aura plus de 65 spécialités et environ 250 représentants qui vont essayer d'aider et d'orienter ces nouveaux bacheliers pour éclairer leur avenir. C'est ça, et c'est important parce que quelquefois, les bacheliers, bon, ils sont préparés en quelque sorte. On leur dit, allez, je vais faire médecine, je vais faire pharmacie, c'est plutôt classique. Ouais. Mais là, il y a d'autres spécialités qu'on ne connaît pas forcément, qui ont plus de débouchés, qui sont pour, encore une fois, aller vers la découverte de certains potentiels. Exactement. Donc, c'est aussi l'un des buts qu'on vise à travers Oudjahni. Oui. C'est justement de casser cette routine, ce tabou. Et justement, faire découvrir aux nouveaux bacheliers ces nouvelles spécialités, les spécialités qui sont en relation avec les nouvelles technologies. Et le marché du travail, surtout. Voilà, on s'aligne avec le marché du travail. Et c'est pour ça qu'on a une diversité dans les spécialités. Nous avons 65 spécialités et ça couvre les différents domaines. Donc le but, c'est peu importe la moyenne qu'ils ont eue, peu importe la spécialité, la filière qu'ils ont eu le bac avec, ils auront un étudiant qui va leur expliquer la spécialité dont il fait actuellement au sein de l'université ou bien de l'école. Alors il y a certaines universités, il y a certaines écoles et tout où la moyenne est très importante entre maths, physique, il faut avoir donc de bonnes moyennes, ça ne change pas pour ça. Sinon il y a des universités où c'est plutôt accessible et pourtant quelquefois on dit tiens c'est pas une spécialité que je ferai forcément, il faut bien s'informer. Exactement. Par exemple. Il y a donc le métier de journalisme aussi qui est très, très sollicité, l'interprétariat, ça reste aussi très coté. Exactement, donc c'est des spécialités qui sont l'une des spécialités qui seront présentes lors de Oudjahni. Et le but justement, c'est de vulgariser donc, tout ce qui est en relation avec ces spécialités, donner donc, le maximum d'informations et répondre aux questions des bacheliers. Parce que des fois, on a juste tendance à suivre ce qui est fait et ce qui est en tendance, voir qu'est-ce qui a fait tel voisin ou bien tel cousin. Après, on ne cherche pas réellement. Son frère et sœur, sa frère et sœur. Oui, aussi, il y a cette pression dans la famille. Dans la famille aussi. C'est aussi un point très important pour les parents, les membres de la famille. Il ne faut juste pas à les alourdir avec cette pression, mais plutôt les accompagner. C'est ça. Voilà. Alors ça va se passer le 15 et le 16, ça sera où exactement Donc pour le Oudjahni, il y a une toute petite modification, ça sera que le 16. Ah. Voilà, donc ça sera le jeudi 16 juillet au niveau du centre culturel Issam Saoudi à Lusandé. Et donc c'est à moins de 5 minutes du tramway, métro et train. Donc c'est accessible via différents moyens de transport. Très bien. Et vous êtes sur les réseaux aussi? Bien sûr. Pour expliquer. Sur les réseaux, on est présent sur les différentes pages. C'est Oudjahni Bac, donc WEJHNI-BAC. D'accord. Alors ça vient juste avant la fameuse fiche d'orientation, c'est ça? Exactement. Donc pour la fiche des choix universitaires, ça sera donc le mercredi 15. Et donc là, on va intervenir juste au début. Donc le jeudi 16, on intervient. Vous vous rendez compte que vous avez quand même un rôle très très important, que vous pourrez donc changer peut-être la vision d'un futur universitaire. Oui, c'est ça. Déjà, je pourrais vous donner un jeune bachelier. Oui, déjà je pourrais vous donner un exemple. L'année passée, j'ai pu orienter plusieurs étudiants à la spécialité informatique à la fac d'Alger 1. Et j'ai retrouvé ces nouveaux bacheliers à l'université. Ils m'ont remercié de leur avoir éclairé le... D'accord. Ils étaient très contents. Oui, ils étaient très contents de leur choix. Ils allaient faire quoi? Ils ont apprécié. Ils allaient faire quoi? Étudier. Non. C'est-à-dire avant de choisir donc informatique, ils voulaient faire quoi? Il y avait une, elle voulait faire biologie. D'accord.
Et Vous avez changé le cours de Oui. leçon. Elle voulait vraiment faire biologie, mais après lui avoir expliqué tout ce qu'elle peut faire avec l'informatique et aussi avec sa Ça moyenne. peut rejoindre aussi la biologie, hein, de Oui. toute façon. De toute façon, l'informatique, c'est vaste. Exactement. Elle est liée avec de multiples spécialités, donc elle peut faire ce qu'elle veut, mais à la fin, elle m'a remercié de l'avoir aidée et d'avoir changé la spécialité qu'elle voulait Bien faire. sûr, c'est selon aussi les capacités et surtout selon aussi les envies donc de chaque personne, hein, pour chacun, pourquoi il est prédestiné, hein, Très bien. quelquefois. Et c'est justement, c'est pour ça qu'on essaye d'aider et c'est pour ça qu'on intervient maintenant depuis 3 ans, c'est la 3e édition cette année. Et justement pour cette année, il y a eu des nouveautés, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas nous rejoindre sur site. Ceux qui ne sont pas sur Alger, justement, il y a eu 2 moteurs intelligents donc, qui ont été développés par l'équipe de Oudjani. C'est bien. Donc le premier est simple, vous entrez votre filière, la moyenne générale, les notes que vous avez eues sur les différentes matières et vous aurez toutes les spécialités que vous pouvez y accéder selon les moyennes de l'année 2025. Très bien. Et justement, ce moteur a été développé par Imen et Céline, qu'on remercie, des étudiants de l'ESI. Et ça permet aux nouveaux bacheliers, justement, d'avoir une idée sur les spécialités dont ils auront accès. D'emblée, dès le départ. Exactement. Voilà. Très bien. Il y a bien sûr des filtres, ça dépend de la wilaya, le domaine d'études, et ça va leur permettre d'avoir une meilleure idée. Le deuxième moteur qui a été développé par Mehdi Telimine, étudiant à l'USCHB, c'est un moteur où il pose quelques questions à l'étudiant au début, au nouveau bachelier. C'est pour savoir quelle est sa vision, qu'est-ce qu'il veut faire, quels sont les domaines qui l'intéressent. C'est très bien. Et ça va directement lui proposer des domaines. C'est comme un test psychologique quelque part. Exactement. Et c'est avec un degré de compatibilité, avec chaque spécialité affichée vers la fin. Bravo hein, pour les étudiants, ils sont créatifs et imaginatifs en tout cas pour encore aider ces jeunes bacheliers à trouver une bonne orientation qu'ils ne regrettent pas. Parce que souvent, quelquefois, donc, dans ce fameux cursus, des fois l'étudiant choisit une spécialité peut-être que leurs parents auraient choisi pour eux et finalement ils ne se retrouvent pas dans cette spécialité, ils refont l'année et ils refont une autre spécialité et donc ils s'inscrivent dans une autre université, c'est un temps perdu. Exactement. Mais bon, ça gagne en maturité quand même, n'est-ce pas? Dans tous les cas, c'est une bonne expérience pour eux. C'est ça. Mais on veut toujours anticiper. Si on peut intervenir avant, ben, on intervient. On est là pour les aider. C'est bien. En tout cas, parler de ces nouvelles spécialités qu'on n'entend pas souvent, c'est quoi par exemple? Très bien. Pour les nouvelles spécialités, ils sont plus reliés au domaine de la technologie. Donc on en trouve les technologies en relation avec la nanoscience. On trouve les nouvelles écoles au niveau du pôle de Sidi Abdallah, mais aussi des sous-spécialités qui sont dans les formations déjà existantes, par exemple au niveau des universités et des écoles supérieures. Donc on en trouve par exemple, dont on a parlé sur le cross entre la technologie et la biologie. Il y a le domaine de la biotechnologie qui est devenu très viral. Et justement, l'informatique peut intervenir sur différentes spécialités. J'imagine. Et surtout avec les nouvelles formations proposées par le ministère, on trouve beaucoup de formations qui répondent à ce besoin et qui sont compatibles justement avec le marché du travail sur l'échelle nationale. Cycle court, cycle long, etc. Exactement. Voilà. En tout cas, bravo à vous. Hein, ça fait plaisir de voir ces jeunes universitaires qui aident aussi les nouveaux arrivés. Voilà. En tout cas, un dernier mot peut-être pour vous? Je pourrais juste donner un conseil aux nouveaux bacheliers. Ne vous précipitez pas dans vos choix. Essayez vraiment de trouver ce que vous aimez et essayez de venir à Oudjani. Peut-être qu'on peut vous aider et changer votre avenir pour le mieux. Inch'Allah. En tout cas, bon courage à vous pour vos études universitaires. Il reste quoi, une année? Vous terminez? 2 ans. 2 ans quand même. Bon courage à vous. Un dernier mot? Donc, juste un dernier mot pour les parents. C'est juste, c'est important d'accompagner leurs enfants, les nouveaux bacheliers. Donc, on les invite, s'ils peuvent,
Donc les faire venir à Widjani sont les bienvenus. Eh ben, et c'est très pour bien. ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre, il n'y a aucun souci. On reste disponible sur les réseaux sociaux avec les sites web d'orientation qui sont basés sur les données réelles du ministère, qui seront là pour les aider. Très bien. Merci beaucoup Inch'Allah. à vous et bonne chance pour vos études encore une fois. Eh bien, on va féliciter quelques bacheliers. On dit Fodil Gassi, fils de Fouad. Donc, félicitations pour son bac. Mohamed Hassan Belhiya, fils de Fatiha. Et Sarah Melawi, fille de Kamel et Linda. Cyrine Ahlassi, qui encore une fois a eu son bac. Bravo. Rami Mouissi, neveu de Fadila Mouissi. Félicitations encore à ces bacheliers, encore une fois. La famille Latrèche, qui félicite Latrèche Razan pour le bac, avec une mention très bien. Et la famille Meshid pour sa fille Meriem Meshid, bravo encore une fois pour l'obtention de son baccalauréat. Ramin Mohamed Nazim Awanouk, fils de Faiza, notre collègue, félicitations, on est en tout cas très contents. Neili Wadi, la nièce de Faiza, Besmela Moussa, Maria Loudadji, Abdallah Haytham Zouichi, félicitations. Othman Hamidouche, encore une fois bravo. Aya Rbouh, la fille de notre collègue Mohamed Rbouh. Et Douja Yahya Sharif, bravo pour l'obtention de son baccalauréat. Hatem Berguia, le neveu donc, de Mohamed Berguia, directeur photo. Khaled Rayan Hachour, félicitations. J'espère que je n'ai pas oublié donc, beaucoup. Et Tariq Hachour, notre collègue, bravo en tout cas pour l'obtention de leur fameux diplôme qui leur ouvrira, Inch'Allah, toutes les portes de la réussite. On continue notre émission, on se retrouve dans un tout petit moment avec nos derniers invités, c'est nos collègues dans un tout petit moment. Voilà, de retour, j'avais dit que c'était des invités, mais c'est nos amis. Yazid, bonjour. Bonjour. Ça faisait longtemps, Yazid. Ça va, du petit bac, Brok Ali. Bonjour Fella. Bonjour. Comment ça va? Vous êtes en forme? C'est l'ambiance du bac, c'est sûr. Hier, j'avais dit que c'était la dernière, mais bon. Oui, exceptionnellement. Autant terminer jusqu'au bout, hein. On a insisté pour que tu sois avec nous pour la dernière. Parce qu'elle a acheté du bleu, donc il fallait qu'elle porte bleu. Voilà. Et puis elle reviendra sur un petit peu tout ce qui a marqué la rubrique Les Algériens du monde. Et c'est tout de suite Les Algériens du monde. Merci. Toute une année où donc, plusieurs invités ont défilé sur ce plateau
en ta compagnie, n'est-ce pas? Tout à fait. Et quel plaisir de voir tout ce monde arriver et défiler et passer pour la première fois pour la plupart d'entre eux. Ça, c'est extraordinaire. Avec beaucoup d'émotion. Avec beaucoup d'émotion. Il y avait de l'émotion d'un côté comme d'un autre. De voir des gens qui découvrent un plateau, qui découvrent l'envers du décor, ou les coulisses, on va dire. Les coulisses. Qui découvriront donc ce qu'il y a derrière. un profil. Les équipes, ils sont impressionnés aussi par tout le travail qui est fait derrière. C'est vrai. Et c'est justement l'occasion pour remercier toutes les équipes qui nous ont supportés, les équipes qui ont travaillé avec nous et qui font un travail extraordinaire qui nous aident à la énormément. régie, Tout à fait. même pour ramener des bouteilles d'eau. Oui. C'est ça qui les a impressionnés. Chaque métier est important à la télévision et chaque métier, on ne serait rien sans justement l'aide de toutes ces mains. Ils sortent avec des étincelles dans les yeux. C'est vrai. Donc, et comme ils ont l'impression de découvrir aussi un bout d'Algérie. De l'Algérie, et ça c'est ce qui se passe dans les coulisses, c'est vraiment à l'image de cette Algérie qui bouge rapidement et qui évolue et qui voilà, il y a toute une équipe derrière, une synergie qui s'installe aussi. Donc je vais commencer par je vais commencer peut-être par les choses qui concernent la diaspora et les nouveautés de cette année, comme l'apostille, la certification à distance des documents, donc la légalisation. On a d'ailleurs le site sur lequel il faut s'inscrire pour avoir cette certification, et puis aussi le Haut Conseil des scientifiques qui font partie de la communauté, les scientifiques de la communauté algérienne à l'étranger, et qui a marqué aussi les événements qui concernent notre communauté. Il y avait une trentaine, un noyau qui s'est formé. On en a reçu d'ailleurs. Oui, vite fait, bien fait. Elle les a ramenés en un quart de Vraiment. Pour l'anecdote, je suis sortie du studio, et il y avait l'installation. Je suis partie directement à la cité, à Sidi Abdallah, le pôle technologique. Et j'ai assisté un petit peu aussi à tout cet événement. Et on a eu des invités de marque. Hein. Absolument. Et franchement. Il y avait Dr Belkacem Habba, il y avait Elias Adam Zarouni, Kamal Souni, et bien d'autres qu'on a pu découvrir. Bien sûr, la plus jeune, professeur Borouiba, Louahed de Belgique. Il y avait beaucoup de femmes aussi. Il y avait beaucoup de femmes, et il y avait des gens moi personnellement, je ne connaissais pas, parce qu'ils travaillent discrètement aussi. Hein. C'est des personnes tout le temps dans leur laboratoire. Les médias, c'est pas leur pas leur fort. Non, c'est pas leur point fort. Ils restent concentrés sur leur recherche, et c'est vraiment. Et puis il y a l'humilité. C'est vrai. La modestie, la simplicité, l'humilité. Qui est vraiment... Oui, je raconte une petite anecdote. Quand on a été pour transporter M. Melikchi de Kenya, et ben M. Melikchi, il a dit au chauffeur: attends une minute, j'arrive. Il a été dans son jardin, il a pris des citrons, il a fait un jus d'orange pour le chauffeur. Oh, c'est extraordinaire. Le jus de citron, mieux encore, quand on lui a demandé de lui envoyer, quand on lui a dit qu'on allait lui envoyer un chauffeur pour le récupérer, il a répondu: mais je prends le train. Je prends le train, oui. Je prends le train. Tout simplement, oui. En tout cas, c'est le mot les hommes, et puis ça nous fait tellement plaisir de les recevoir avec cette sagesse et cette simplicité. Absolument. On a reçu le professeur Chebloun et le professeur Mikhalfi de Melbourne. C'était un moment aussi formidable qu'ils ont partagé avec nous. On les a réveillés très tôt. Ils étaient bien contents de découvrir toute cette dynamique, ces personnes qui gravitent autour de ce Parce qu'on ne les laisse pas partir. Par la suite, il y a le post-bonjour d'Algérie. Tout à fait. Ça continue. Oui, ça continue. On discute autour d'un café. Leur fait visiter la télé. Ce qu'on peut-être on ne sait pas, c'est qu'on est là à 6 h du matin déjà. Voilà. Et
parfois avant Ouais. pour préparer Commencer tout ça. l'émission. Et je demande, là je vous parle de ce qui est en amont. Je demande toujours aux invités de venir avant le direct pour découvrir un petit peu l'ambiance, pour découvrir un petit peu aussi l'animatrice principale, la présentatrice principale. Parfois On c'est fait toi, connaissance. parfois c'est. En tout cas, c'est les moi. invités sont contents parce qu'en quelques participer, minutes, absolument. ils replongent dans leur parcours. Ils retracent leur parcours à travers les photographies que tu leur demandes de rapporter, des moments forts de leur parcours, de leur vie, de leur famille. C'est ça. Et ça les valorise. Parce que la rubrique n'est pas formatée, n'est pas technique. Statique. Absolument. Elle est basée sur deux axes. Une histoire familiale et l'histoire du parcours. Oui. En fait, c'est l'histoire... Success story. Je leur demande de me raconter leur parcours à travers leur histoire personnelle. Et c'est pour ça qu'il y a le côté humain beaucoup plus que la technique. Moi, c'est une matinale, donc on ne veut pas trop non plus... Oui, ils transmettent une émotion en fait aussi. C'est ça. Mais c'est ça, on leur demande même quel est leur plat préféré et tout ça. Donc pour revenir juste aux nouveautés de cette année aussi, c'est le passeport en ligne, le renouvellement qui se fait maintenant en ligne. Et puis la grande nouveauté qui est toute récente, c'est les inscriptions pour des cours destinés aux enfants de la communauté, c'est Summer Camp. Summer Camp, ça c'est nouveau, ça va être dans 14 wilayas, à raison de 2 heures par semaine, avec la langue arabe, histoire, géographie. Donc, et il y a un site pour que... Ça concerne les enfants entre 8 et 16 ans et qui sont de passage ou qui sont en vacances avec leurs parents en Algérie. Ça n'a rien à voir avec les colonies de vacances. Les colonies de vacances, d'ailleurs, qui regroupent cette année 2000 enfants et qui sont pris en charge par le ministère de la Jeunesse, bien sûr sous instruction du président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui maintenant on est à la 4e édition. Donc, parallèlement, il y a un autre programme qui est différent et qui est proposé aux enfants qui viennent avec leurs parents tout simplement en vacances. Et les vacances. Voilà, qui souhaitent apprendre la langue arabe. Et ça, c'est ludique, hein, c'est des activités, c'est très oui, c'est en forme d'activité. Hein, y a pas, plein, en tout cas, de bons souvenirs qu'on a pu passer, des photos, on fera un petit album bientôt, on le passera dans Bonjour d'Algérie, l'album photo donc de tous ces invités qui ont pu défiler l'année. Et puis Yazid va nous parler aussi de son passage dans la rubrique So. Oui, la rubrique So. Cette année. Oui, on va voir le jingle. Oui, on va voir le jingle. Voilà. On y va. Moi, je préfère vous déclamer pour terminer. Vas-y. Parce que j'étais un peu subjugué par nos sites, notamment. J'étais notamment à Bab el Oued, donc la plage Kaassour, et puis par une petite crique du côté d'Elis, entre Delis et Tixirt, ça s'appelle Zaouia, c'est du côté de la commune d'Afir, et j'étais marqué par cette Méditerranée, et je l'ai dit, je viens d'écrire ce petit texte. Méditerranée, par les écumes de nos vagues, par les chants de nos Touchoumalah, entonnant les louanges de Sidi Handou Sadi, l'émanation de la piété, l'élévation de la vérité, celle du soleil caressant l'homme, la femme, murmurant sa dernière strophe. Le soleil arachnéen accueillant l'enfant d'Ulkhou. Marhaba, un souffle pour libérer la vérité, les pulsations d'Ève, mode de code, vivre et dire sans verbe, sans esfrou.
Merci. Bravo, bravo, merci Yazid. vraiment, Et ça nous rappelle aussi ouais. la Méditerranée Oui, de la petite la fille de Méditerranée. Yazid. C'est le côté artistique et La politique petite de Yazid. Pour terminer, voilà, pour dire C'est bonnes tellement vacances mignon. à ceux qui sont déjà en vacances. Et Ouais. voilà. Et qui nous ont suivis, Oui. qui nous ont accompagnés, Yazid, tout au long de cette année, comme à chaque fois. Les invités, c'est donc un plaisir de les recevoir, de les valoriser, surtout de faire la pub, de faire de la promotion de leurs les mettre en événements avant. et C'est les mettre en avant. Oui. Et puis, juste félicitations pour mon cousin, donc Koudil Arslan, qui s'est marié hier. Et ben voilà. Mabrouk. Mabrouk, félicitations. Je pensais qu'il a eu le bac. Aussi. Mais je m'étais rappelé donc les coulisses, il nous avait rapporté donc l'information Yazid. Félicitations encore une fois à Aya Guiti, la fille de Kamel Guiti, donc le frère de notre collègue Guiti Achour. Et puis félicitations aussi à la fille de Ahlam Sahraoui qui a eu aussi son bac. Bravo à tous les bacheliers. Encore une fois, félicitations. Et puis j'ai oublié bon vent. un qui a eu son bac, c'est Ait Mahiddin Islam. Ben C'est voilà. le fils de mon cousin aussi, voilà. Voilà, bravo encore une fois. Un dernier mot pour peut-être cette année. Eh bien, laissez-vous aller, nager, prenez du plaisir. Du plaisir. Voilà. Voilà. En tout cas, on rappelle aussi aux téléspectateurs qui auront la possibilité de nous revoir à travers des moments forts donc, de l'émission, des rediffusions donc, sur Canal Algérie, de bons moments à travers donc, les bons jours d'Algérie qui ont pu passer. Ça va vous rappeler encore votre passage. Et en tout cas, on peut nous retrouver aussi sur YouTube, n'est-ce pas? Oui. Aussi, les programmes de Canal Algérie. Exactement. On rappelle encore une fois, je donne encore quelques noms. Félicitations à Besmala Moussa, Maria Loudaji, Abdallah Haytham Zwichi, Uthman Hamidouche, Aya Rbouh, Douja Yahya Shrif, Ramin Mohamed Nazim et plein d'autres, Hatem Berguia, Khaled Rayan, Achour, voilà, plein donc, de noms. Et encore une fois, bravo à ces bacheliers. Encore une fois, un dernier mot pour toi, Fella. Si on peut voir défiler un petit peu les invités, quelques invités. J'avais préparé quelques vidéos, quelques photos des invités. Elisa Biaggi, Elias Bachi, Elisa Biaggi, oui. qui m'a marqué aussi avec cette pièce, double culture italienne et algérienne, mais l'Algérie qui prend une place, avec le fil rouge, qui raconte l'histoire de sa grand-mère. Et on le voit. Voilà, avec une passion et vraiment un talent incroyable. Voilà, Elisa Biaggi, il y a Iman Ayadi, la réalisatrice, la fille de notre collègue aussi, réalisatrice. Il y a Nina Iboumedienne. Ah oui, là, on le voit avec... son clap. Celle qui est passée hier aussi. Il y a Sonia Rayan Raïb, il y a Saïd Labidi, il y a Souria Lefki. Ah voilà, on peut voir, ça c'est une photo qui me parle beaucoup de Chef Shahrazad qu'on a reçu. Et c'était un moment aussi très fort avec Chef Shahrazad. Là c'est le jour du 5 juillet. Elle défendait très Là bien. c'est une très belle photo du Chef Shahrazad. La culture algérienne. De la Chef Shahrazad. Exactement. Là, c'est Ilyes Bachi. On voit Ilyes Bachi. Tout récemment, qui est aussi un garçon qui est né de l'autre côté et qui vient aussi sur les traces. Il revient sur les sources et les traces de son père. Là, il a fait le tour d'Algérie. Il est en train de faire le tour d'Algérie pour découvrir toutes les richesses et la profondeur de son pays. On a Kevin et Selwa, ceux qui ont lancé une marque cosmétique qui s'installent aussi à Tizi. Là, on a Souilah, Fariza Souilah, la conseillère en images, qui est aussi une fille extraordinaire et qui a eu beaucoup d'émotions. Il y a eu beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Elle parlait de son papa. Absolument. Il y a qui aussi? Il y a qui? Dorothée Killo. Ah, Ahmed Lekolo. Qui nous a marqué aussi, qui fait un travail extraordinaire. Il y a Yassine Gendouzi avec ses scooters et ses quads. C'est vrai. Voilà, Yassine Gendouzi. Ah, là, c'est moi derrière. Gendouzi. Voilà.
Voilà. Donc, et puis bien sûr, Nordin Melikchi qui nous a, on en a parlé il y a un moment. Il y a aussi la jeunesse de cette aussi des profils. Là, on a Wari Nishan, on a Ammar Lounès et Kamel Louafi qui a une place particulière car c'est une des personnes que j'ai rencontrées qui font partie de la communauté. Il y a bien longtemps. En 2005. Et donc c'est le premier sujet. Elle a rencontré en Allemagne. En Allemagne, à Berlin. Et là, Amin Bouhlès. Amin Bouhlès, c'est aussi c'est un jeune extraordinaire qui est rentré avec plein de projets et qui a été aussi sollicité pour qu'il soit le conseiller à Nesda et il s'occupe des investisseurs qui font partie de la communauté algérienne. Vous pouvez rappeler aussi, remercier aussi Nesda. Nesda, oui, je le remercie d'abord pour l'invité d'hier, Sonia, c'est lui qui a été le lien, et puis Souri Elfki. Qui est formidable aussi, qui a écrit un très beau livre. Très beau livre, très investi dans la mémoire collective. En fait, il y a une élite actuellement, il y a une élite en France, des Algériens issus de la diaspora, qui sont en train de faire un travail vraiment magnifique sur la mémoire, sur Kessas, qui a écrit récemment un livre sur la répression du 23 juillet 56 dans la Soumam, et puis Lefki qui a écrit sur son père, elle a récupéré carrément des carnets de son père. Et puis Kellou aussi qui a parlé de son village, etc. C'est impressionnant. On a fait le tour. On a fait le tour. En tout cas, on a eu le temps de parler un petit peu donc, de cette belle expérience que nous vivons tous les jours grâce à toute cette équipe sans qui nous pourrions donc pas réaliser. Une parenthèse, c'est la photo de profil de Souri Elfki. Tellement elle a été marquée par cette émission. Magnifique. Voilà. En tout cas, encore une fois, bravo à vous. Merci beaucoup. Vamos à la playa. Voilà, on reste à la plage. Bonnes vacances. Voilà. On remercie donc Yazid pour la rédaction, Mary Makek également pour la rédaction, Faiza, oui bien sûr j'y arrive, et toute l'équipe, Krimo aussi à la réalisation, Wefa, Ben Batouche, ML, et bien sûr notre réalisateur d'aujourd'hui qui nous accompagne aussi, à qui on dit bonnes vacances parce qu'il est fatigué, mais en tout cas on aura l'occasion, j'espère, de le retrouver à la rentrée. Monsieur Megana qui a aussi longtemps travaillé pour les matinales, donc il sait ce que c'est, et bien sûr on n'oublie pas toute l'équipe technique, les deux régies donc de la régie 7 à leur tête, donc Ashur Guiti, et surtout aussi d'autres donc de l'autre brigade, Zahra, et bien en tout cas toute l'équipe donc technique. Les maquilleuses qui nous maquillent, les maquilleuses. Voilà, les maquilleuses, coiffeuses, les régisseurs, on n'oublie personne, hein, vous m'aidez. Les scripts, Amira et Faudel, merci beaucoup pour votre patience et en tout cas travail. Mais ça va. Voilà, merci en tout cas, sans oublier personne, on dit à toute l'équipe, parce que c'est une équipe pluridisciplinaire, c'est un travail d'équipe, donc merci à vous tous et à l'année prochaine, Inch'Allah. Voilà, bonnes vacances.